Yuki est une mauviette qui passe sa vie à écrire un journal sur son téléphone. Sa vie change lorsque son ami imaginaire se révèle être un dieu et l'oblige à jouer à un jeu de bataille royale pour les pouvoirs de Dieu. Pour cette raison, Yuki fait équipe avec son harceleur psychopathe et promet de lui donner une tape sur la tête si elle l'aide à gagner. Cependant, avant tout cela, Yuki écrit quelque chose avec désinvolture sur son téléphone portable. Pendant le cours se termine et Yuki quitte la classe tout en tapant sur son téléphone. Le professeur confie quelques tâches à un autre élève nommé Yugo. Yugo est d'accord et Yuki le remarque et l'écrit sur son téléphone. Yuki est en fait un solitaire désespéré qui aime tenir un journal sur son téléphone. Il rentre chez lui et commence son deuxième passe-temps, celui de se connecter avec ses amis imaginaires. L'un d'eux s'appelle Deus Ex Machina, qui contrôle l'espace et le temps, tandis qu'un autre est son assistant nommé Murmure. Deus demande à Yoki ce qu'il ferait si on lui donnait le pouvoir de prédire l'avenir. Yuki en rit. Tard dans la nuit, on voit une fille fuyant quelqu'un dans une ruelle. Elle est rattrapée à la fin. Yuki se réveille le lendemain matin et se rend compte que son téléphone contient des entrées de journal du lendemain, même s'il ne les a jamais écrites. Son gros cerveau l'ignore, regarde les informations concernant un incident de tueur en série et se rend compte que son téléphone contient déjà une entrée de journal à ce sujet. Cependant, la réalité ne frappe toujours pas un génie comme lui. Au fil de la journée, plusieurs incidents surviennent et Yuki se rend compte que chaque incident est écrit à l'avance dans son journal. Plus tard, Deus dit à Yuki qu'il a reçu le pouvoir de voir l'avenir grâce à son téléphone. Deus explique réalité et imagination ne sont pas séparés pour un être de son statut et que la vie de Yuki est désormais liée à son téléphone. Si son téléphone tombe en panne, Yuki mourra. À l'école, Yuki utilise le futur journal pour éviter d'avoir des ennuis. Il l'utilise également pour tricher à un examen et surprend Yuno en train de le regarder. Son gros cerveau l'ignore également, mais plus tard, il trouve une statue d'argile représentant un murmure sur le bureau de Yuno. Soudain, les entrées de son journal montrent une impasse et elle apparaît. Et elle lui demande si son journal montre une impasse et il s'enfuit pendant que Yuno le poursuit. Il se précipite dans l'ascenseur un immeuble et elle apparaît soudainement, le traquant comme d'habitude. Elle lui montre son téléphone et Yuki pense qu'elle est sur le point de le tuer. Soudain, elle se précipite et l'embrasse. Elle lui dit alors que son propre futur journal indiquait qu'il ne lui ferait pas de mal et que le tueur en série locale connu sous le nom de Third, qui a également un futur journal, vient le tuer. Elle lui montre son journal qui dit que Yuki va bientôt mourir. Elle explique ensuite que son journal montre des détails sur l'endroit où se trouve Yuki ou sur ce qu'il fait 10 minutes à l'avance, donnant à Yuki le fort sentiment qu'elle est une psychopathe. Ils vont sur le toit et Yuno partage son plan. Le tueur arrive sur le toit tandis que Yuki et Yuno attendent cachés. Au moment où le tueur sort son téléphone pour voir l'avenir, Yuno l'attaque et Yuki lance sa fléchette sur l'os du tueur. La fléchette atteint sa cible, vainquant le tueur, et il disparaît. Plus tard, Yuki confronte Deus à propos des autres futurs utilisateurs du journal. Deus l'emmène à une confrontation où Yuki affronte 10 autres futurs utilisateurs du journal. Deus explique qu'ils doivent tous participer à un jeu de survie.
et que celui qui restera debout à la fin héritera de ses pouvoirs et deviendra le dieu de l'espace et du temps. Il informe également les autres que Yuki a déjà utilisé ses capacités pour éliminer un utilisateur du journal. Les autres préviennent Yuki qu'ils le poursuivront. Plus tard, Yuno dit à Yuki de ne pas s'inquiéter puisque c'est un harceleur désespéré comme elle est là pour le protéger. Après le cours, Yuki s'approche de Yugo comme un perdant désespéré pour lui demander de l'aide. Mais elle lui dit de la contacter plus tard. Une autre fille nommée Yu s'approche de Yuki et lui demande s'il savait que leur professeur principal, Jiyama, était un tueur en série qui a été tué hier. Elle l'écrit sur son téléphone et l'appelle le premier futur utilisateur du journal. Soudain, le téléphone de Yuki indique une impasse au moment où Yuno saute dans la salle de classe et passe à travers. Haru saute par la fenêtre au moment où Yugo sort en courant de la salle de classe avec Yuki et le bâtiment explose. Yuno assure à Yuki qu'elle tuera Haru en premier, faisant penser à Yuki qu'il peut peut-être utiliser l'aide de Yuno, même si elle est un animal instable et dérangé. Sur ce, ils s'embrassent tous les deux. Haru annonce à toute l'école que tout le monde est désormais son otage, puisque l'école est truffée d'explosifs. Yuno et Yuki se faufilent dans l'école, changeant d'itinéraire en fonction des entrées du journal de Yuki. Yuki lui dit que son journal est utile, car il montre ce qui se passe dans les environs. Ils lisent le journal de Yuki et continuent d'éviter les explosions. Explique que puisque le journal de Yuki n'inclut pas de détails sur elle, son propre journal couvre cette faiblesse car il ne contient que des détails sur les mouvements de Yuki. Yuki commence alors à se plaindre pathétiquement d'être un lâche qui va bientôt mourir. La police arrive à l'extérieur et un officier nommé Kuzu, qui est également un futur utilisateur du journal, dit à son équipe de repousser les tireurs d'élite. Son journal indique que si Yu meurt, toute l'école explosera, tuant tout le monde. Pendant ce temps, Yuki et Yuno se faufilent dans un autre bâtiment. Yuki voit ses camarades de classe et court vers eux pathétiquement, ne sachant pas qu'Haru a annoncé qu'il laisserait tout le monde partir s'il remettait Yuki. Les camarades de classe de Yuki le retiennent et capturent également Yuno de manière surprenante. Ils emmènent également Yuki à Haru, qui annonce à l'école qu'aucun d'entre eux ne devrait tenter de partir, car le bâtiment est équipé de capteurs de mouvement qui détecteront les mouvements et déclencheront des explosions. Yuno devient furieux depuis que Yuki est allé voir ses camarades de classe suite à sa suggestion. Juste au moment où Haru est sur le point de tuer Yuki, Yuno, déséquilibré, traverse l'école, activant les capteurs de mouvement et faisant exploser tous les explosifs. Yuki crie à Yuno d'arrêter pour que tout le monde ne meure pas. Et Harry lui dit que dans 10 minutes, toute l'école aurait explosé de toute façon. À ce moment-là, l'officier Kuzu intervient et dit à Harry de se retirer. Il se présente comme le 4e utilisateur du journal et montre à Yuki son journal, qui montre comment ses enquêtes vont progresser. Haryu dit à Kuzu qu'il devrait tuer Yuki puis se suicider, sinon il anéantira toute l'école. Voyant que Kuzu est sur le point de le tuer, Yuki se met à pleurer comme un faible. À ce moment-là, Yuno saute du bâtiment et attaque Haryu. Yuki court vers son téléphone pendant que Yuno crie des instructions pour éviter les explosifs. Le génie, Haru, se rend compte que Yuno
est une future utilisatrice du journal. Alors, elle l'attaque. Elle essaie ensuite de faire exploser Yuki. Mais les camarades de classe de Yuki lancent des livres sur Haru pour l'arrêter. Kurusu se jette alors sur elle avec une fléchette et la poignarde à l'œil. Haru s'échappe d'une manière ou d'une autre sur une moto qui apparaît comme par magie. Plus tard, Kurusu propose que tous les trois, avec Yuno et Yuki, forment une alliance pour arrêter le jeu. Haru se réveille d'un rêve de guerre et d'effusion de sang de son enfance. Kurusu demande à Yuno et Yuki de l'aider à identifier les autres utilisateurs du journal. À sa suggestion, ils se rendent dans un parc d'attractions pour servir d'appât et attirer Haru dérangé. Pendant ce temps, Haru tente d'échapper à la police. Elle utilise son journal appelé journal d'évasion pour échapper à la police pendant qu'elle la poursuit. Yuki et Yuno se rendent dans une attraction hantée où Yuno a facilement peur et Yuno se rend compte que Yuno n'est peut-être pas un psychopathe après tout. Ils font de nombreuses balades et Yuno, qui n'était pas très intelligent au départ, commence à trouver Yuno mignon quand ils vont à la piscine. Le maillot de bain de Yuno s'envole. Alors, elle reste près de Yuki pour que personne d'autre ne puisse la voir. Yuki peut à peine contrôler ses pensées, et le sauveteur trouve le maillot de bain de Yuno et le lui rend. Yuno suggère d'aller ensuite au planétarium. Mais Yuki refuse de monter sur la grande roue et lui demande si elle sait pourquoi elle le traque. Au lieu de cela, elle demande pourquoi il ne voulait pas aller au planétarium puisqu'il aime tellement les étoiles. Elle explique qu'il y a un an, elle a vu que Yuki avait écrit dans son futur journal qu'il voulait voir les étoiles avec sa famille. Yuki lui avait dit qu'il n'avait plus de famille car ses parents étaient divorcés. Et Yuno lui avait assuré qu'elle pourrait devenir sa famille en l'épousant et qu'il pourrait voir les étoiles avec elle. Yuki avait pensé qu'elle plaisantait à l'époque. Elle lui embrasse ensuite le front en guise d'adieu sur le chemin du retour. Ils partagent un parapluie comme un couple malade au collège. Et Yuno l'invite chez elle. Pendant ce temps, un inconnu effrayant s'approche d'Harry, qui se cache de la police, et l'aide à s'échapper. Il emmène Harry dans un endroit sûr, lui donne des analgésiques dans un lit, se présente comme un défenseur de la justice, et elle le menace en lui disant qu'il regrettera ce qu'il fait. Chez Yuno, Yuki tombe sur un endroit étrange en cherchant les toilettes. Yuno épluche une pomme pour Yuki dans la cuisine, tandis que son journal indique qu'ils ne feront plus qu'un. Pendant ce temps, Haru s'effondre à cause des drogues que l'étranger lui a données, puis lui demande l'identité du premier utilisateur du journal, tout en retirant avec désinvolture son œil blessé avec ses doigts. Yuki décide d'ouvrir la porte, même si son journal ne mentionne pas cette action. Il l'ouvre, et l'avenir de tous les utilisateurs du journal change instantanément. Deus commente que Yuki a tout changé en un seul geste et qu'il a eu raison de le choisir. Yuki voit du sang et des parties du corps dans l'obscurité et soudain la folle apparaît derrière lui. Elle lui demande pourquoi il a dû faire quelque chose comme ça. Yuki rentre chez elle à une vitesse fulgurante. Yuno frappe alors à sa porte, lui souhaite bonne nuit et lui rappelle qu'elle le verra dans ses rêves. Yuki se cache dans sa chambre, se demandant avec son cerveau de génie si Yuno a vraiment tué les personnes qu'il a vues plus tôt. Il commence à appeler Kurusu, mais reçoit un message de Yuno lui demandant qui il appelle.
Il se rend compte qu'il ne peut pas lui échapper. Kurusu vient le chercher le lendemain matin et juste au moment où Yuki est sur le point de lui parler de Yuno, Yuno sort de la voiture de Kurusu et lui dit de ne pas parler de toutes les choses embarrassantes qu'ils ont faites chez elle. Kurusu les informe Haru a été capturé par un culte religieux appelé Onan et qu'il se dirige vers son sanctuaire. Au sanctuaire, Lady Onan, également appelée Tsubaki, semble déjà observer Yuki. Elle se dit que Yuno est une troisième roue inutile. Tout le monde va à la rencontre de Tsubaki et Yuki remarque que l'endroit ressemble à une prison. Tsubaki se présente comme la sixième utilisatrice du journal qui possède un journal de voyance qui lui raconte des personnes lointaines venant lui rendre visite. Elle dit qu'elle ne veut pas devenir Dieu et qu'elle est dans une impasse. Elle continue en disant qu'elle veut échanger Haru contre Yuki. Yuki accepte de rester une nuit, allant à l'encontre de la volonté de Yuno, possessif et dérangé. Le journal de Yuno dit que Yuki va commencer à se méfier d'elle à cause de cela, et elle décide dans son esprit rationnel qu'elle devrait tuer Tsubaki. À ce moment-là, les draps de Tsubaki s'enflammant et ses partisans se précipitent pour la sauver. Cependant, il commence à tomber en transe et commence à s'attaquer. Yuki va aider Tsubaki, mais Yuno l'arrête et lui dit que c'est un piège. Elle dit qu'il devrait rentrer chez eux et Yuki crie qu'elle l'aurait tué s'il ne s'était pas enfui hier et qu'elle veut l'enfermer dans son placard comme les autres. Il va ensuite sauver Tsubaki. Les arroseurs s'activent et éteignent le feu. Tsubaki crie à ses partisans d'arrêter de se battre, puis remercie Yuki pour sa bravoure dans le sous-sol. L'étranger se moque d'Haru à propos de son œil, disant que c'est un sujet tellement drôle, et lui dit qu'elle n'est pas à la hauteur de Tsubaki. Tsubaki et Yuki réalisent que quelqu'un utilise l'hypnose pour contrôler les partisans de Tsubaki. Il confronte Tsubaki et lui dit de laisser partir Yuki ou il la tuera, ce qui n'est pas nouveau à ce stade. À ce moment-là, le futur change et une autre impasse s'active pour Yuki. L'étranger se révèle comme le 12e utilisateur du journal qui peut entendre le futur. Et ils se rendent compte que l'ennemi peut entendre ce qu'il fait à travers les corps des adeptes. Les adeptes qui faisaient seulement semblant d'être morts commencent à se lever et Shu commence son passe-temps favori, tuant tous les adeptes autour de lui. Il demande alors à Yuki de choisir. Soit le choisir et vivre, soit choisir Tsubaki et laisser Tsubaki mourir. Il se souvient que lorsque ses parents ont réalisé qu'ils pouvaient voir l'avenir, ils ont bâti un culte autour de lui. Cependant, elle était toujours heureuse à l'époque et ses visiteurs étaient gentils. Peu de temps après, ses parents sont morts dans un accident et la secte a commencé à utiliser son corps pour leurs propres désirs. Elle est devenue le sacrifice de la secte et a commencé à tout détester. Shu s'enfuit avec Yuki et Tsubaki. Kurusu appelle Yuki et leur dit de se diriger vers la porte d'entrée où la police les protégera. Pendant ce temps, Deus dit à Haru qu'il a infiltré la secte pour combattre ses actions perverses et se débarrasser de Tsubaki. Il jette ensuite les clés à Haru pour l'aider à s'échapper avant de s'enfuir. Alors que le trio se dirige vers la porte d'entrée, Tsubaki les arrête et suggère qu'ils devraient plutôt affronter l'ennemi. Yuno active son mode psychopathe pour la tuer. À ce moment-là, Kurusu capture Haru, appelle Yuki et l'avertit que le 12e arrive pour eux.
Il informe également Yuki que le 12e est aveugle. Le 12e fait une apparition dramatique avec 4 autres imposteurs. Et le 12e avertit Yuki que Tsubaki le trompe. Le 12e dit alors à Yuki de partir, disant que Tsubaki est sa seule cible et que puisque sa propre impasse a été activée, il va bientôt exploser et emmener Tsubaki avec lui. Il dit au groupe que les 4 autres imposteurs ne sont que des adeptes hypnotisés, brillants et armés comme des chevaliers. Yuki dit à Yuno qu'il ne partira pas puisqu'il a promis d'aider Tsubaki. Les partisans se précipitent vers Tsubaki tandis que Yuni ramasse une pierre et les charge. Elle jette la pierre sur le côté, ce qui fait que le vrai 12e se tourne vers elle. Yuki voit alors le vrai 12e et le frappe avec une hache, le tuant. Le corps s'effondre et explose. Sur ordre de Tsubaki, ses partisans retiennent Yuki et Tsubaki révèlent que son plan était de tous les éliminer depuis le début. Lorsque Yuki lui rappelle qu'elle est une jeune fille vertueuse au service de Dieu, elle lui dit qu'elle n'est pas vertueuse et suggère même qu'elle pourrait enseigner quelque chose à Yuki. Yuki ouvre alors son journal et constate que son impasse demeure. Yuno l'active en le partageant. Après avoir vu Tsubaki embrasser Yuki, elle commence à massacrer tout le monde autour d'elle, chargeant en avant et perdant même une main. Elle donne son téléphone à Yuki et lui dit de courir. Puis s'effondre, inconsciente. Kurusu et Haru sont témoins de tout et discutent de la façon d'échapper aux partisans de Tsubaki. Alors qu'il lui soigne la main, Tsubaki dit que lorsque Yuno deviendra Dieu, elle détruira le monde. Elle suggère alors d'utiliser Yuno comme appât pour attirer Yuki. Yuki se cache sous le sanctuaire et lit les 2 journaux pour savoir quoi faire. Il lit le journal de Yuno et se rend compte qu'elle est encore plus une harceleuse dérangée qu'il ne l'imaginait, mais qu'elle l'aime vraiment. Il remarque alors un ballon au sauce-lol. Pendant ce temps, Tsubaki annonce que Yuki devrait sortir ou que ses partisans commenceront à utiliser le corps de Yuno un par un. Les partisans commencent à déshabiller Yuno et Yuki, entendant la lutte, court pour l'aider. Il se précipite à travers tout le monde, à une vitesse fulgurante vers Yuno. Tsubaki lui dit d'abandonner puisqu'elle peut voir l'avenir. Mais Yuki dit qu'il gagnera parce que, cette fois, il choisit Yuno. Il fonce et lance le ballon en l'air. Tous les adeptes regardent le ballon, ce qui modifie les entrées du journal de Tsubaki. Elle se penche en avant pour protéger son journal, mais se rend compte qu'elle n'a qu'une seule main et qu'elle ne peut pas la saisir. Yuki tire une fléchette sur le journal de Tsubaki, la tuant, et elle disparaît. Yuki s'excuse alors auprès de Yuno pour son arrivée en retard. Plus tard, Yuki se demande qui est vraiment Yuno, puis il l'embrasse. Pendant ce temps, Haru s'est également échappé. Yuki se demande pourquoi Kurusu a échangé des numéros avec elle. Yuno s'introduit par effraction dans la maison de Yuki, qui est son passe-temps habituel, tandis que Yuki va chercher sa mère à l'aéroport. Yuki et sa mère rentrent chez eux, et sa mère demande pourquoi la fenêtre est cassée. Yuki se rend compte que Yuki a cassé la fenêtre et est en train de nettoyer sa chambre. Il gère sa chambre et lui dit qu'il veut faire bonne impression sur sa mère. Alors, elle ne se rend pas compte que Yuno est un harceleur pathétique. La mère de Yuki l'interroge sur la cuisine, puis se rend dans sa chambre et Yuki pousse Yuno dans le placard. Yuki essaye de sortir, mais Yuki, utilisant sa force inexistante, parvient à la garder à l'intérieur. Sa mère remarque qu'il cache quelqu'un dans le placard
et essaie de le forcer à s'écarter, mais Yuki pousse sa mère hors de la pièce et verrouille la porte. Yuki trouve les magazines sales de Yuki et Yuki les lui prend. À ce moment-là, sa mère entre dans la pièce et voit tout. Tout le monde s'assoit pour manger et Yuno sert à manger à la mère de Yuki. Les deux commencent à se disputer à propos de Yuno. Et bientôt la conversation tourne vers le mariage de Yuki. Pendant ce temps, Yuki veut creuser un trou et mourir. Haru reçoit une prothèse oculaire d'un médecin. Le médecin lui dit qu'il doit également évaluer les enfants pour les placer dans une famille d'accueil et que les enfants sont les descendants des adeptes décédés de la secte. La mère de Yuki montre à Yuno des photos de Yuki quand il était enfant, faisant de Yuno la personne la plus chanceuse sur Terre. Pendant ce temps, Dios explique à quel point chaque utilisateur du journal et son journal sont uniques. Murmure répond qu'elle espère que le jeu se terminera bientôt avant que son corps ne se détériore. La mère de Yuki dit à Yuki qu'elle a 3 jours de congé pour s'occuper de l'enfant d'un collègue. Elle dit également à Yuno de passer la nuit. Pendant que Yuno prend un bain, la mère de Yuki lui dit de bien prendre soin de Yuki. Yuno pense que Yuki a une mère très gentille et a ensuite un flashback de cadavre dans sa propre maison. Yuno dort alors dans la chambre de Yuki et lui demande quand il va faire un geste contre elle. Il lui dit qu'il ne l'aime pas de cette façon. Elle lui dit que son journal indique qu'ils ne feront plus qu'un le 28 juillet et qu'elle attendra jusque-là. Elle ajoute qu'elle sait que Yuki tombera amoureux d'elle et qu'ils connaîtront une fin heureuse. Yuki se rend compte qu'il trouve Yuno mignonne, mais se rappelle qu'elle est folle. Pendant ce temps, Yuki se dit que, puisque la mère de Yuki est une bonne femme, elle n'a plus besoin de suivre son plan pour la tuer le matin. La mère de Yuki présente le nouvel enfant, Ryuk, à Yuno et Yuki. Plus tard, Ryuk dessine une image qui ressemble à Yuno. Yuki, qui a toujours des pensées si positives, pense que Yuno pourrait être celui qui a tué les parents de Ryuk et se demande si Ryuk se souvient même de Yuno. Ryuk court pour donner le dessin à Yuno, mais glisse et tombe sur elle en tenant des ciseaux. Yuno est indemne, et la mère de Yuki dit à Ryuk de ne pas courir en tenant des ciseaux. Ryuk se rend ensuite aux toilettes et sort son futur journal. Il se dit que Yuki sera toujours un adversaire coriace dans la salle de bain. Ryuk pense que son journal est faible, puisqu'il ne publie que 3 entrées par jour sous forme de dessin et de gribouillage. Il propose alors un plan pour tuer Yuki et Yuno au déjeuner. Ryuk attend avec impatience que Yuki et Yuno mangent la salade qu'il a préparée depuis qu'il a injecté du poison dans les tomates. Yuno, le génie psychopathe, remarque que les tomates semblent plus lourdes et jette les salades. Plus tard, Yuki dit à Ryuk qu'il veut prendre soin de lui, donc il gardera un œil sur lui. Ce comportement fou excite encore plus Ryuk. Il mélange du sel à l'eau du bain de Yuno pour l'électrocuter. Yuki remarque à travers son journal que Yuno va être électrocuté. Pendant ce temps, Ryuk demande à Yuno s'il peut la rejoindre dans le bain au moment où il est sur le point de placer les câbles électriques dans son corps. Yuki, utilisant son cerveau inexistant, déclenche le disjoncteur et les lumières s'éteignent. Yuki court alors vers Yuno, qui remarque les fils de Ryuk. Ils réalisent tous les deux que Ryuk est un utilisateur du journal. Pendant ce temps, Kurusu informe Haru de Ryuk et Haru se demande pourquoi il lui donne cette information.
Yuki et Yuno commencent à chercher le journal de Ryuk pour l'arrêter, mais ils ne le trouvent pas. Yuno, le harceleur le plus rationnel, abandonne et commence à poursuivre Ryuk pour le tuer. Par erreur, elle frappe la mère de Yuki à la place, la faisant perdre connaissance. Yuno pense qu'elle doit retrouver le journal de Ryuk, alors Yuki lui pardonnera d'être folle et d'avoir frappé sa mère. Elle se rend compte que Ryuk a dû se rendre au dépanneur et se faire livrer le journal. À ce moment-là, le livreur arrive avec un journal et sur les instructions de Yuno, Yuki se précipite pour récupérer le colis. Il l'ouvre et des gaz toxiques remplissent la maison. Yuno entraîne Yuki jusqu'à la salle de bain où il vomit. Ryuk dit à Yuno que si elle parvient à le trouver, il lui donnera l'antidote au poison. Sinon, Yuki mourra. Yuki l'avertit que ce doit être un piège, mais Yuno le remercie de s'être inquiété pour elle et s'enfuit. Yuno traverse la maison à la recherche de Ryuk. Elle brise une vitre pour respirer puis poursuit sa poursuite. Ryuk parvient à lui échapper sur la base des entrées de son journal. Yuno le trouve au deuxième étage. Soudain, l'eau commence à couler et Ryuk électrocute Yuno. Elle est choquée et s'effondre. Il est sur le point de la tuer quand Yu apparaît soudainement et lance une fléchette sur Ryuk. Ryuk s'échappe. Yuki embrasse Yuno, car qui ne voudrait pas embrasser une folle sur son lit de mort, puis s'effondre. Yuno, qui a de nouveau réveillé son partage, et grâce au pouvoir du baiser, s'en prend à Ryuk. Elle termine Ryuk, qui lui donne l'antidote avant de disparaître. Il lui dit également qu'elle n'aura d'autre choix que de le tuer. Une fois le jeu terminé, Yuno s'effondre avant de pouvoir donner l'antidote à Yuki. À ce moment-là, Haru entre en scène. Yuki se réveille et voit Haru s'éloigner de lui. Un autre utilisateur demande à Deus de transférer son agenda à un tiers. Yuki retourne dans son école nouvellement rouverte et rencontre Yuno en chemin. Il remarque également un homme étrange qui le regarde en classe comme si un jeune ne suffisait pas. Yuki rencontre son ancien camarade de classe Kusaka, qui est celui qu'il a déjà remis à Yu. Kusaka annonce haut et fort que de nombreux étudiants sont morts à cause de Yuuki et commence à se plaindre pathétiquement de faire de la vie de Yuuki un enfer. Une autre élève nommée Hinata fait taire Kusaka en classe. L'enseignant dit aux élèves de rentrer chez eux par deux en raison des récents meurtres. Hinata dit à Yuki que les meurtres récents ont été brutaux et que des marques de morsure ont été laissées sur les corps. L'ami de Hinata, Mao, leur parle également d'un autre étudiant nommé Akishi, qui semble tout savoir et joue toujours au détective. Tous les trois, avec Kusaksa, se rendent sur les lieux du meurtre après l'école, pendant que Yuno, le harceleur local, les suit. Ils visitent les sites et s'amusent pendant que Yuno se promène, planifiant probablement ses meurtres, et dit également à Yuki qu'il est son ami Hinata. Puis il dit aux autres de le suivre. Yuno demande à Yuki de rentrer chez elle, mais il l'ignore. Pendant ce temps, Anata tombe sur quelque chose de sauvage dans la forêt. Yuki et les autres continuent d'avancer, mais Anata est introuvable. À ce moment-là, le futur change et Yuki lit que Anata est morte. Il court devant et voit le corps d'Anata allongé à côté des buissons, son bras coupé jeté à proximité. Une meute de chiens apparaît derrière son corps. Soudain, l'étrange homme nommé Kaiz apparaît. Il leur dit qu'ils mourront tous sans son aide, puis leur ordonne de courir vers une plateforme d'observation. Kaiz attrape la main de Yui et commence à courir,
ignorant que Yuno le tuera probablement pour cela. Ailleurs dans la forêt, un maître chien pose un pieu sur le poêle et parle à sa chienne, Mary. Il prépare et sert de la nourriture à ses chiens. Le maître chien commente que puisqu'il a confié ses chiens et son journal à quelqu'un d'autre, cette personne devrait être en mesure d'accomplir la tâche. Pendant ce temps, Yui et le groupe atteignent la plateforme d'observation où Akai dit à Yui qu'il le surveille depuis que Yui semble être lié à tous les récents incidents bizarres. Les chiens semblent sur le point d'entrer par effraction, et Yuno suggère à Yui d'utiliser les leurs de tout le monde pour qu'il puisse s'échapper. Au lieu de cela, Yui utilise son journal pour indiquer les fenêtres par lesquelles les chiens entreront par effraction. Le groupe suit les instructions de Yui pour se défendre contre les chiens, et bientôt les chiens abandonnent et partent. Kusaka remercie Yui pour son aide et demande pourquoi il regarde son téléphone tout le temps. Une fois de plus, le pathétique perdant Yuki pense que les autres sont ses amis et dit à tout le monde que son journal peut prédire l'avenir. Il explique qu'il l'a utilisé pour les aider contre les chiens. Mo s'approche de Yuki par derrière, attrape son téléphone et presse un couteau contre lui. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Anata entre. Elle commente qu'elle ne s'attendait pas à ce que Yuki révèle son identité aussitôt que si Yui était un génie. Yuno s'avance, mais Anata l'arrête en lui montrant son propre journal de créateur. Elle explique alors qu'elle n'en veut pas au journal de Yuki, mais au futur journal d'Asa. Dans le passé, le maître chien dit à Anata, sa fille, qu'il a tué tous les futurs détenteurs potentiels de journal, et qu'il veut devenir Dieu afin de remonter le temps, afin de pouvoir être avec Anata et sa mère. Une fois de plus, il lui dit qu'ils peuvent recommencer, mais explique qu'Akai l'a découvert et qu'il ne peut donc pas revenir. Anata se demande alors ce qui se passerait si elle tuait Akai sur la plateforme d'observation. Il dit à Yuki qu'il l'a utilisé comme appât pour attirer Akai, ce qui blesse Yuki. Akai propose qu'il joue à un jeu de devinette à pile ou face, et s'il devine correctement, il leur remettra son journal. Il demande à Anata de lancer la pièce pour s'échauffer. Tout d'abord, Anata lance la pièce et Akai devine correctement, même si cela ne suit pas l'entrée dans le journal de Yuki. Puis Akai lance la pièce et Anata devine la main droite après avoir pathétiquement lu le journal de Yuki. Soudain, le futur change et Akai révèle qu'aucune des deux mains ne contient la pièce. Il demande alors à Anata de lui remettre le journal de Yuki. Elle le donne à Yui et demande à jouer à un autre jeu. Pendant ce temps, Yuno saute sur Akai et vérifie son téléphone. Elle confirme ensuite qu'Akai n'est pas un détenteur de journal, mais juste une personne normale. Confirmé. Yuno est sur le point de tuer Akai, qui est son seul passe-temps depuis sa naissance. Quand Akai la retourne, il demande aux autres de continuer le jeu, et Anata déclare qu'elle les tuera si elles gagnent et qu'ils perdent. Elle accepte également de laisser Yuki vivre si elle gagne. Anata lance la pièce, et pendant que Yuno couvre les oreilles de Yuki, Akai fait la bonne supposition. Yuno ment à Yuki, lui disant qu'Akai a perdu. Puis il l'assomme. Akai explique que Yuki pense qu'ils ont perdu même s'ils ont réellement gagné, ce qui modifie le journal de Yuki, le rendant peu fiable. Mo sort un couteau et Yuno lui saute dessus. Yuno poignarde Mo puis tout le monde s'enfuit. Anata ordonne aux chiens de poursuivre le groupe et Yuki, qui
il reste sur place pour la convaincre d'arrêter la poursuite. Le groupe décide que Yuki tentera de persuader Anata pendant que les autres distrairont les chiens. Yuno suit Yuki parce qu'il est le but de sa vie et elle dit à Yuki d'utiliser les autres comme leurre pour s'échapper. Yuki court vers Anata, mais Yuno ne l'atteint pas. Il demande d'abord à Anata d'arrêter ses chiens, puis menace de la tuer. Yuki arrive pour l'arrêter, mais elle n'écoute pas et décide de se sacrifier pour l'équipe. Il présente ensuite Yuno à tout le monde comme sa petite amie et lui demande d'agir avec gentillesse envers ses amis. Yuno laisse Haneda partir. Haneda demande à Yuki pourquoi il ne l'a pas laissé mourir. Et il explique que c'est parce qu'ils sont amis. Le père de Haneda l'appelle et lui dit qu'il a fait une erreur en lui donnant le journal et qu'il lui a menti depuis le début. À ce moment-là, Kurusu s'approche et le tue. Yuno creuse un trou dans le sol pour Yuki. Puis elle s'arrête et se demande ce qu'elle fait, se souvenant de murmures lui racontant le passé de Yu et Di, dans lequel Aryu a attaqué Yoyama avant de pouvoir attaquer Yuki. Pour la première fois, Yoyama évite tous ses explosifs et attaque Aryu. Elle s'enfuit, tombe et se blesse aux jambes. À ce moment-là, un policier nommé Nishima la retrouve et sa femme lui dit qu'elle la cherchait depuis tout ce temps. Haru apparaît et les deux s'échappent. Haru emmène Nishima dans un endroit abandonné. Elle va uriner et se mouille accidentellement lorsqu'elle donne un coup de pied dans une pipe sur l'insistance de Nishima. Nishima enfile une robe trouvée dans l'une des pièces. Ensuite, il commence à planifier comment gérer Hayama et Haru dit avec frustration qu'il ne lui reste qu'une seule grenade sonique. Nishima se moque d'elle et d'une manière ou d'une autre, ils finissent tous les deux par tomber au sol comme un couple de lycéens malades qui s'amusent. Nishima lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse aussi normalement. Ils prévoient ensemble de tendre une embuscade à Hayama. Lorsque Hayama entre dans le bâtiment, il est attiré dans le studio où Haru active la grenade sonique avec l'aide de murmures. Il regarde Haru tirer sur Nishima, qui porte un gilet pare-balles. Pendant ce temps, Yuki part et attend Kai pour qu'il puisse regarder un film lorsque le harceleur fou s'approche de lui. Elle lui montre un message d'Akai disant à Yuno de le rencontrer à l'arrêt de bus pour qu'il puisse aller voir des robes de mariée. Yuki se rend compte qu'Akai l'a trompé. Ils arrivent tous les deux à destination où ils dégustent de la nourriture de mariage, symbolisant le bonheur de toute une vie et les vœux pour Yuno. Yuno essaie ensuite une robe de mariée et Yuno la complimente. Ils prennent une photo ensemble et Yuki se rend compte qu'ils s'amusent étonnamment. Il se rappelle que Yuno est une folle qui garde des cadavres dans sa maison. Il participe ensuite à une cérémonie d'entraînement et Yuki se demande s'il peut oublier ce qu'il a vu dans la maison de Yuno. Plus tard, Yuki remercie une femme du personnel et se rend compte qu'elle est la femme de Kurusu. Il ramène ensuite Yuno chez lui où il trouve Akai en train de fouiner. Il est horrifié à l'idée qu'Akai ait pu voir les corps. Mais Aki ouvre la porte de la chambre et Yuki ne voit aucun cadavre à l'intérieur. Au lieu de cela, il trouve un trou creusé dans la cour. Il demande à Yuno si elle sait ce qui est arrivé aux choses qu'il a vues auparavant. Mais Yuno demande de quoi il parle. Elle l'invite ensuite à l'intérieur pour pouvoir le servir correctement, puisque c'est la première fois qu'il visite la maison. Plus tard, elle dit à Yuki
que l'esprit de Yuno a modifié ses souvenirs pour le maintenir stable. Pendant ce temps, Kuro dit à son équipe que Yuki et Yuno sont responsables de la mort du père de Junada et qu'ils devraient être arrêtés. Kurusu suggère à Haru d'appeler la police et de lui divulguer des informations en échange d'un procès. Pendant ce temps, alors que Yuki rentre chez lui, les policiers le capturent. Ils font également venir Yuno qui rassure le faible Yuki qu'elle le protégera. Kurusu rencontre Yuki en premier et suggère de jouer à la roulette russe, où ils testeront la chance de Yuki en tirant sur lui avec une arme chargée d'une balle, puis sur Kurusu un par un. Yuno se rend compte que l'avenir a changé. Elle attrape un extincteur et sort avec désinvolture pour abattre un officier. Nishima court après elle et elle le renverse également. Pendant ce temps, Kurusu tire sur Yuki puis sur lui-même un par un. Lorsqu'il ne reste plus qu'une balle, il dit à Yuki que l'alliance s'est terminée et qu'il veut désormais devenir Dieu. Il est sur le point d'appuyer sur la gâchette lorsque Yuno apparaît et lui tire dessus. Elle lui tire dessus encore 2 fois et Nishima apparaît. Yuki l'empêche de tirer sur Nishima et la supplie, en perdant qu'il est, de revenir à la normale. Elle éteint son côté psychotique et s'échappe avec Yuki et Nishima. Pendant ce temps, Kurusu ne meurt pas car il portait un gilet pare-balles. Les policiers poursuivent le groupe. Nishima et Yuki courent vers les escaliers et Yuno tire sur un officier, le blessant. Dans l'escalier, 3 policiers les poursuivent et Yuki tire sur l'un d'eux. Tous deux deviennent officiellement des criminels après avoir tiré sur les policiers. Le journal de Kurusu commence à montrer des détails à leur sujet. Ils courent vers le toit et Yuki s'excuse auprès de Yuno de ne pas garder sous contrôle une folle comme elle. Puis ils s'embrassent et sautent du toit. D'une manière ou d'une autre, ils s'échappent et deviennent officiellement des fugitifs. Plus tard, ils se cachent tous les deux dans une facture d'hôpital. Yuki voit la femme de Kurusu entrer à l'hôpital et ils la suivent tous les deux. Soudain, une explosion se produit et Haru apparaît. Elle retient Yuki et Yuki lutte pour se libérer. Tous deux se retrouvent piégés dans le couloir en ruine et Yuno leur lance une échelle pour les aider à traverser. Yuki et Haru se disputent pour savoir qui devrait traverser en premier. Haru suggère qu'elle révélera des détails sur Kurusu s'il conclut une trêve temporaire avec elle. Kurusu appelle Haru et lui dit de les occuper pendant un moment. Haru crie à Kurusu de se perdre et raccroche. L'avenir modifié montre une impasse. Haru conduit ensuite Yuno et Yuki dans une chambre d'hôpital où la femme de Kurusu s'occupe d'un enfant. Haru révèle que l'enfant de Kurusu, nommé Shu, mourra bientôt et que Kurusu veut devenir Dieu pour le sauver, faisant de lui la seule personne à ce jour ayant un motif rationnel de devenir Dieu. Elle suggère alors d'utiliser la famille de Kurusu pour l'affronter et leur dit que leur alliance est temporaire jusqu'à ce que le quatrième soit vaincu. La police arrive à l'extérieur de l'hôpital et Kurusu ordonne le déploiement d'une équipe SWAT même si l'hôpital est bondé. Haru demande à Yuki de patrouiller dans l'hôpital pendant qu'elle négocie avec Kurusu comme une enfant. Yuki trouve une arme à feu, mais Kurusu l'avertit de ne pas tirer. Kurusu menace alors de tuer Yuno. Yuki refuse de lâcher l'arme, et c'est à ce moment-là que Yuno se réveille également. Yuki lit son journal et se rend compte qu'il tuera accidentellement Yuno s'il tire sur Kurusu. Yuno lui dit de tirer quand même, et dit
que elle sera heureuse même si elle meurt parce que Yuki l'a déjà rendue si heureuse. Yuki devient émotif et commence à se plaindre que Yuno devrait avoir quoi plus d'estime de soi comme si cela était possible. Il lui dit qu'il veut la rendre encore plus heureuse et en faire sa petite amie parce qu'il l'aime. Tsubaki se rend chez Yuki mais ne l'y trouve pas. Elle rencontre également Nishima. Pendant ce temps, Yuno ne laisse pas Yuuki descendre à destination. Il lui dit qu'il a un meilleur endroit en tête. Murmure dit à Deus que Kurusu équilibrait trop le jeu de survie, alors elle a fait quelque chose pour accélérer le jeu. Elle demande alors à Deus s'il souhaite faire un pari avec elle. Yuno et Yuki attendent à un arrêt de bus et Yuno donne à boire à Yuki. Pendant ce temps, elle invite Anata et Mo à un voyage dans des sources chaudes naturelles. Et ils acceptent son offre. Anata et Mo profitent des sources chaudes. Plus tard, Akai et Usaka les rejoignent et Anata leur montre son véritable journal où elle enregistre ses cas. Akai leur montre également son journal de clown qu'il tient la nuit. Eikai se souvient que Nishima l'avait informé de tous les futurs utilisateurs du journal et de la façon dont il avait essayé de localiser Yuno, Yu et Yuki. Eikai avait demandé à Nishima de lui donner l'itinéraire du bus où Yuno et Yuki avaient été vus pour la dernière fois ce matin-là. Akai emmène le groupe à Nishima qui les aide à retrouver Yuno et Yuki qui se trouvent peut-être dans une ville voisine. Il leur dit que Yuno a peut-être kidnappé Yuki, ce qui n'est pas nouveau à ce stade. Nishima explique que la ville compte de nombreux bâtiments abandonnés, ce qui en fait l'endroit idéal pour que Yu livre à sa folie. Ils se séparent en paire et commencent à chercher Yuki et la folle. À la suggestion d'Aïcha, ils affinent leurs recherches et commencent à vérifier les endroits qui ont encore de la lumière et de l'électricité. Cependant, les deux groupes commencent à se heurter à des pièges, confirmant que Yuno pourrait être à proximité. Pour ces, Akai et Kusaka se retrouvent coincés dans un ascenseur. Pendant ce temps, Hanata reçoit un SMS de Yuki demandant de l'aide et court pour le sauver. Akai et Kusaka s'échappent d'une manière ou d'une autre de l'ascenseur et tombent sur Mo qui explique la situation. Le groupe commente que le message envoyé à Hinata doit provenir de Yuna. Bientôt, Mo reçoit un message de Hinata disant qu'elle a retrouvé Yuki. Tout le monde se précipite vers l'hôtel où Jinata s'était précipité à l'intérieur plus tôt. Akai voit Yuki qui ne répond pas lorsqu'il l'appelle, et Kais et Mao se précipitent à ses côtés. Mais ils réalisent alors qu'il ne s'agit pas de Yuki, mais d'un mannequin portant une perruque qu'ils avaient déjà vue. Tout le monde est coincé à l'intérieur de la pièce, et celle-ci commence bientôt à se remplir de gaz. Ils réalisent qu'ils mourront bientôt des mains de Yuno s'ils ne s'échappent pas de la pièce. Pendant ce temps, Yuki est assise, coincée sur une chaise. Murmure dit à Deus que son pari est sur Yuno et qu'elle gagnera la partie. Deus répond qu'il croit toujours en Yuki et n'a aucun doute sur le fait que Yuki sera le vainqueur final. Kusaka et Mo tentent de s'échapper de la pièce scellée, tandis qu'Akai regarde la caméra avec désinvolture et froideur. Pendant ce temps, Yuno prépare à manger et essaie de nourrir Yuki, qui a l'air d'être à mi-chemin de l'enfer. Hinata dit à Yuki d'arrêter de blesser Yuki, qui ne peut même pas répondre. Yuki donne de la nourriture à Yuki, puis annonce qu'elle a besoin d'uriner. Elle apporte un conteneur et est sur le point de baisser son pantalon quand Akai l'interrompt à travers la caméra.
il demande à Yuno si elle a 2 crânes avec elle. Il explique ensuite que pendant que Yuno était parti, il a fouillé et a trouvé 3 squelettes au fond du trou creusé dans son jardin. Cependant, il manquait le crâne de 2 des squelettes. Connaissant Yuno, il suppose qu'elle est probablement allée pique-niquer avec les crânes. Yuno devient furieuse et l'accuse d'avoir réveillé ses parents. Akai répond qu'il a laissé les cadavres là où ils se trouvaient, puis menace que si elle ne les laisse pas sortir, il signalera les corps à la police. Yuno active son côté psychotique et se met à rire. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle et éteint la caméra. Elle commente ensuite que Yuno a dû à nouveau altérer sa mémoire. Kusaka commence à paniquer, pensant qu'il est sur le point de mourir. Il écrit sa dernière entrée dans son journal. Et soudain une notification apparaît lui indiquant que son journal a été mis à niveau vers un futur journal en utilisant ses entrées de journal. Kusaka s'échappe par le conduit de ventilation, s'approche de Yuno, la confronte et lui dit qu'il est un utilisateur du journal. Pendant ce temps, Yuki commence également à se réveiller. Yuki se souvient que Yuno a dû le droguer à l'arrêt de bus et qu'il n'a pas pu lui échapper. Après cela, Yuno jette à Kusaka la clé de la pièce, puis lance la clé pour déverrouiller Yuki sur le sol. Kusaka court vers le panneau de contrôle pour déverrouiller la pièce au moment où Yuki se rend compte que Yuno envisage de tuer Kusaka, ce qui n'est même pas surprenant à ce stade. À ce moment-là, Kusaka déverrouille la porte et se tourne pour libérer Yu, mais voit Yuno pointer une arbalète sur lui. Yuno tire une flèche dans la cuisse de Kusaka et il commence pathétiquement à implorer sa vie. Yuno commence alors à pirater le journal de Kusaka. Avec l'aide de Jinada, Yuki se libère, attrape l'arbalète de Yuno et la gifle. À la satisfaction de tous, il lui rappelle que son propre journal comporte aussi des faiblesses. Il publie ensuite le journal de Hinata et lui dit que 3 autres utilisateurs le poursuivent. Il part avec Kusaka et Hinata se plaint qu'il ne peut pas l'abandonner car elle ne peut pas vivre sans lui. Il lui dit de se faire foutre et la laisse dans un orphelinat. Une fille dit à Kamada, qui est la 8e gardienne du journal, qu'elle a envoyé 3 apprentis pour s'occuper de Kusaka. Nishima emmène Yuki et le groupe. Yuki se souvient que Yuno pourrait continuer à les poursuivre. Au même moment, une voiture transportant 3 autres porteurs de journal passe à leur hauteur. Pendant ce temps, Yuno part avec ses affaires et pense que Yuki a besoin d'elle car ils ont encore de nombreux ennemis. Deos envoie à Yuki un message disant qu'il expliquera le 8e tuteur du journal et les tuteurs des enfants à l'école. Yukiteru explique à son groupe que le journal du 8e gardien fonctionne comme un serveur à partir duquel plusieurs autres journaux appelés journaux d'enfants peuvent être générés. Il casse le téléphone de Kusaka, mais rien n'arrive à Kusaka. Akai explique que le journal de Kusaka était un journal d'enfants et qu'il devait être détruit pour qu'Akai cesse de les espionner. L'avenir de Yuki change et il dit aux autres que certains gardiens du journal de l'enfant l'attaqueront dans 3 jours. Il se demande ce qu'il fera sans l'aide du fou Yuno et son groupe commence à planifier comment le sauver. Yuki n'arrive pas à y croire et Yai le rassure en lui disant qu'ils sont là pour lui. Yuki se rend compte que sa mère est à la maison et qu'ils dînent tous les deux ensemble. Sa mère lâche alors une bombe terrifiante, disant que le dîner a été préparé par
Shotesio, mais qu'il est parti avant de manger le jour de l'attaque. Akai emmène Yuki et le groupe au manoir de Kosaka, qui possède également sa propre tour de téléphonie mobile. Il leur dit que la police surveillera le manoir et que le plan est de couper les signaux téléphoniques une fois que les tuteurs des enfants arriveront, afin qu'ils ne puissent recevoir aucune mise à jour de leur agenda. Les tuteurs des enfants arrivent et le courant est coupé. Yuki essaie d'éteindre le commutateur de la tour de téléphonie mobile, mais échoue. À cause de la panne de courant, il se rend compte que quelqu'un d'autre devait être au courant de leur plan. À ce moment-là, Akai dit à Yuki de rester derrière. Il dit à Yuki de distraire Yuno, pendant que lui et Kusaka vont fermer manuellement la tour de téléphonie mobile. Akai et Kusaka partent et Yuki attache les mains de Yuno. À ce moment-là, deux tuteurs d'enfants font irruption dans le bâtiment alors qu'ils combattent Nishima. L'un d'eux assomme Nishima. Le troisième tuteur de l'enfant signale la situation à Haru et elle lui demande de surveiller. Tout le groupe fuit les tuteurs des enfants. L'un d'eux lance des couteaux, mais Yuki, Mo et Jun parviennent à s'échapper. Yuno demande à Yuki de la détacher comme un bon garçon. Il l'ignore, puis les deux tuteurs font irruption. À ce moment-là, Ikai ferme la tour de téléphonie mobile et Yuki célèbre pathétiquement qu'ils ont gagné. Les deux tuteurs jettent leur téléphone et sortent une autre de téléphone contenant leurs véritables agendas futurs. L'un se présente comme Marco, tandis que l'autre s'appelle Ai. Tous deux sont les septièmes gardiens du journal. Et leurs journaux sont appelés journaux d'échange. Yuno demande à Yuki de la détacher et promet qu'elle ne le kidnappera plus jamais. Yuki la détache dans un désespoir pathétique. Marco et explique que leurs journaux enregistrent des détails sur les mouvements de chacun et que leur amour les rend invisibles. Ai jette un couteau sur Yuki et Yuno le bloque. Yuki fait l'éloge de Yuno. Ai continue de lancer des couteaux et Yuno bloque chacun d'entre eux. Finalement, A n'a plus de couteau et elle et Marco se retirent. Le manoir est déjà en flammes. Yuki et Yuno commencent à courir dehors et Yuno dit à Yuno qu'il peut l'utiliser et prétend qu'elle est sa petite amie. Comme avant, Marco et Ai s'approchent d'eux. À ce moment-là, Yuno et Ai se battent. Et Yuno est sur le point de frapper lorsque Marco bloque l'attaque et se blesse à la place. Il attaque alors Yuno. La fumée se dissipe et Yuki voit que Yuno a été vaincu. Marco fait la leçon à Yuki sur le fait d'être un lâche et de ne pas aider sa femme. Et Yuki lui dit qu'il est faible. Marco jette alors Yuki par-dessus la balustrade. Les journaux de Yuki et Yuno sont pris et tous deux sont hospitalisés avec Hanata et Mao. À ce moment-là, Haru s'approche d'eux. Nishima demande à Haru de prendre soin de Yuki dans le cadre de leur accord, puisqu'Haru est une figure maternelle plutôt qu'un terroriste. Shu dit à Yuki de suivre son plan pour éliminer Marco, puis le père de Yuki entre dans la pièce et trouve son fils. Haru est assis au-dessus de Yuki et fait des pompes dans le cadre de l'entraînement en compétition pour un prix. Elle demande au père de Yuki de s'asseoir sur lui à sa place, puis lui dit qu'elle entraînera Yuki, ce qu'il accepte. Yuki commence à se plaindre qu'il veut que ses parents se remarient et qu'il ne peut pas aller observer les étoiles avec eux deux. Son père lui dit qu'il essaiera si Yuki parvient à le battre pendant l'entraînement d'Haru. Haru leur dit à tous les deux de faire des tractions. Yuki remporte la tâche.
Mais Haru déclare son père vainqueur. Pendant ce temps, Yuno regarde Yuki s'amuser avec son père et se rend compte qu'elle n'aura pas à le tuer après tout. Comme c'est gentil de sa part. Haru leur dit à tous les deux de courir jusqu'au sommet de la colline comme tâche finale. Le père de Yuki dit à Yuki qu'il est lourdement endetté et qu'il a divorcé à cause de cela. La course commence et Yuki, l'ancien champion, commence à prendre du retard. Haru lui dit de se battre. Il atteint le sommet et trouve une note de son père lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il a trouvé un moyen de rembourser sa dette. Nishima remercie Haru pour son aide, disant qu'il voulait que Yuki croie que Rook avait un plan pour vaincre le septième. Il commente que grâce à cela, le septième ne détruira pas le journal de Yuki. Pendant ce temps, Yuno, dans sa traque frénétique, suit le père de Yuki jusqu'à ta maison où il cherche le téléphone de Yuki. Il dit alors à quelqu'un au téléphone qu'il va détruire le téléphone de Yuki. Peu de temps après, en échange de l'appurement de sa dette, Nishima se rend à l'orphelinat où il demande au 11e gardien du journal nommé Kamado de fouiller les lieux. Pendant ce temps, à l'hôpital, Yuno commence à attaquer le père de Yuki dans le cadre de sa routine matinale, mais Yuki l'arrête. Le 11e gardien du journal utilise le père de Yuki pour détruire le téléphone de Yuki. À ce moment-là, Marco appelle. À l'hôpital, Marco leur dit d'amener le père de Yuki au tour Sakurami. Sinon, il détruira les deux téléphones. Yuki se rend à la tour avec son père et Yuno, où il rencontre Marco. Marco assomme le père de Yuki, puis leur montre son journal et dit à Yuki de le combattre pour le bien de son père. Yuki charge Marco et est renversé en 2 secondes. Et Yuki se rend compte que Marco tient les vrais téléphones dans son bouquet. À ce moment-là, le père de Yuki se jette sur les faux téléphones et brise le téléphone de Yuki. Yuno saute sur Ai comme une folle, lui arrache le bouquet et lui lance le téléphone de Yuki à l'intérieur du bâtiment. Elle commence alors à trembler et le troisième tuteur nommé Tsubaki annonce à Marco que le temps est écoulé. Le sol sous Yuki s'effondre et Yuki tombe dans le passé. La mère d'Ai l'abandonne à la tour Sakurami, où Marco la retrouve et l'emmène à l'orphelinat Kamado. Ils grandissent ensemble, passent du temps à l'école et font tout ensemble avec leurs camarades de classe. Plus tard, elle est attirée dans une ancienne usine pour être harcelée et à son arrivée, un groupe de garçons s'impose à elle. Marco reçoit un SMS dit et court à l'usine. Il est témoin de tout et attaque les garçons. Plus tard, il demande à Ai de lui pardonner, mais elle l'arrête. Il lui assure qu'il ne la laissera jamais seule et qu'il la protégera. À la tour Sakurami, Shuno aide Yui à se lever pendant que Marco retient le père de Yuki. Marco et moi faisons la même chose. Puis il court jusqu'au sommet avec le père de Yuki pendant que Yuki et Yuno les suivent. Marco et moi célébrons qu'au moins ils se sont mariés dans la tour. Comme prévu, ils sortent de l'ascenseur avec le père de Yuki et rencontrent Yomarco. Il crie à Yui de sortir et Yuki annonce dans les haut-parleurs, ressemblant à un faible approprié, qu'ils devront affronter Yui seul. Marco combat Yui et la renverse. Il attrape alors son journal et court à la recherche de Yuki. Il se rend compte trop tard que le journal qu'il a pris à Yuno était faux. Pendant ce temps, Yui se jette sur Ai et lui lance une fléchette. Marco court dehors et crie à Ai d'esquiver la fléchette. Mais Yuno parvient à lui trancher le cou. Le père de Yui arrache le parachute à Yuno
et s'échappe avec lui du toit de la tour. Le père de Yuki commence à tomber et atterrit au sol. La mère de Yuki, qui s'en aperçoit, court vers lui, le supplie de tout raconter à la police et essaie même de l'entraîner jusqu'à eux. Il ne bouge pas, se met en colère, puis se jette sur elle avec un couteau. Yui et Yui se retrouvent piégés en dessous. Aïe! Blessé et également coincé sous les décombres. Leur dit que Marco saura tout ce qui se passe grâce à son journal et qu'elle mourra bientôt avec eux. Yuno trouve l'occasion parfaite et menace de tuer Yuki si Marco ne vient pas la voir en premier. Yuki essaie de l'arrêter et tous deux entendent Marco creuser dans les décombres. Marco crie à Yuki de rassembler son courage et de l'aider à nettoyer les débris. Puis il crie à Yuno qu'elle ne fait que ce qu'elle veut sans se soucier des souhaits de son homme. Elle dit alors à Marco de la laisser mourir. Mais il lui rappelle que chaque instant passé avec elle lui est précieux. Il soulève quelques débris et tout le monde voit que Marco a été empalé par une tige métallique. Yuki demande à Yuno de l'aider à soulever les décombres, mais elle l'ignore. Puis il lui demande si elle aime vraiment Marco ou si elle est juste une folle dérangée. Elle aide enfin à soulever les décombres et ensemble ils retirent. Marco leur donne son parachute et tous deux s'échappent de la tour tandis que Marco et Ai restent sur place pour mourir ensemble. Yuki dit à Yuno qu'il veut son aide pour arranger les choses entre ses parents. Ils atterrissent au sol. Son père court vers lui et lui annonce que sa mère est décédée. Dans le passé, juste une semaine après que Yuno ait commencé à traquer Yuki comme un malade mental professionnel, elle voit que Yuki a une lettre d'amour dans son sac. En classe, le professeur demande à Yuno et Yuki d'aller faire du shopping pour un événement McAfee. L'enseignante mentionne alors que Yuno ne peut pas y aller car elle a un couvre-feu strict et une autre fille nommée Wakaba suggère d'y aller à sa place. Pendant la virée shopping, Wakaba attrape la tête de Yuki et Yuno fait irruption à la vitesse de la lumière pour les séparer vêtus d'un costume de lapin. Ils finissent leur course et Yuki décide de remettre la lettre d'amour à Wakaba. Chaque fois qu'il essaie de lui remettre la lettre, Yuno interfère avec son plan d'une manière ou d'une autre en portant son costume. Yuki se rend compte que le lapin est après sa lettre, alors il court vers Wakaba et la lui donne finalement. Yuno rentre chez elle et salue les cadavres de ses parents, décédés un mois plus tôt. Elle se souvient que lorsqu'elle enfreignait le couvre-feu, ses parents la mettaient en cage et la faisaient mourir de faim. Elle se souvient qu'elle a fini par en avoir assez de tout et qu'elle a drogué ses parents pour les mettre en cage et qu'ils sont morts d'une manière ou d'une autre. Elle se souvient que Wakaba n'a pas accepté la lettre de Yuki et devient heureuse. Elle se dit alors qu'elle a un avenir puisqu'elle va devenir la femme de Yuki. Dans le présent, Deus dit à Yuki que le monde entier prendra fin s'il meurt et que Yuki doit gagner la partie pour faire revivre sa mère. Yuki lit son journal qui lui apprend que son père est suspect du meurtre de sa mère. Son père arrive bientôt et Yuki soigne ses blessures. Yuki lui demande d'avouer, mais son père se moque de lui. Yuki remarque un reçu de prêteur sur gage et demande à son père ce qu'il pourrait mettre en gage. Mais son père en rit aussi. Alors Yuki décide de le suivre. Nishijima répond non et demande avec désinvolture au psychopathe à qui appartient le troisième squelette de sa maison. Yu non l'ignore et s'éloigne. Yuki se réveille tard
et court rejoindre son père au prêteur sur gage. Il lui manque à peine là-bas. À l'aide de son journal, il le suit jusqu'au sanctuaire Sakurami, le rattrape et récupère le sac dans l'espoir de trouver des preuves liées à la mort de sa mère. Il ouvre le sac et trouve un télescope à l'intérieur. Son père explique qu'il voulait aller observer les étoiles avec lui. Une fois de plus, il s'excuse et Yuki lui dit qu'ils pourront regarder les étoiles après avoir purgé sa peine. Ils s'entendent bien quand soudain un policier s'approche et poignarde le père de Yuki. Le père de Yuki s'effondre et meurt. Yuki se rend compte que la seule façon de tout défaire est de gagner la partie et de devenir Dieu. Lorsque les policiers s'approchent à nouveau de lui, il se transforme soudainement en Bruce Lee, frappe l'un d'eux et utilise une entrée de son journal pour échapper au second. Puis il utilise l'un d'eux comme bouclier pour bloquer les balles du troisième officier. Yuno, qui ne manquerait jamais une fête de massacre, arrive et achève le troisième policier. Yuki dit à Yuno qu'elle est aussi son ennemi maintenant puisqu'il doit gagner la partie. Et elle lui assure qu'elle peut le tuer quand elle le veut. Parce que c'est à quel point elle l'aime. Yuki commence alors à pleurer et à se plaindre. Le maire de la ville discute de la fermeture de l'orphelinat dirigé par Kamado, affirmant qu'il pourrait abriter les terroristes derrière l'incident de la tour Sakurami. Il obtient tous les suffrages et on annonce la fermeture de l'orphelinat. Pendant ce temps, Deus reçoit une demande pour éliminer Yuki et Yuno du jeu puisqu'ils ont disparu depuis 5 jours et ne sont pas non plus venus le voir. C'est sur le point d'accéder à la demande lorsque Yuki arrive portant Yuno dans ses bras. Il révèle l'identité du 11e titulaire du journal en tant que maire de la ville et explique qu'il le recherche depuis 5 jours. Plus tard, Shuno dit à Yuki que ce qu'il a fait était vraiment incroyable. Il dit que le maire souhaite probablement fermer l'orphelinat pour mettre la main sur le journal du serveur de Kamado afin qu'il puisse créer ses propres tuteurs, gardiens. Il donne ensuite à Yuki un scénario pour convaincre Kamado. Yuki commence à se plaindre qu'il ne peut pas le faire. Mais Yuno lui rappelle qu'il doit gagner la partie pour devenir Dieu. Haru parle du maire à Nishijima et, grâce à son incroyable chance, Nishijima dit qu'il a été nommé garde du maire. Il l'informe également que Yuno a été adopté par ses parents. Suivant le scénario de Yuno, Yuki rejoint Kamado et ses tuteurs. Le plan est qu'il distrait le maire pendant le voyage, pendant que les tuteurs des enfants attaquent. Pendant ce temps, je surveillerai les mouvements de Kamado et Yuki. Nishijima conduit le maire et il s'arrête lorsque les tuteurs des enfants libèrent du gaz omnidirectionnel sur le The Maire. Shuki et les autres tuteurs d'enfants lancent alors leur attaque contre le maire. L'un des tuteurs guide tous les autres à l'aide de son journal. Le maire utilise alors un brouilleur de signal pour fermer tous les agendas des tuteurs des enfants. Yuki commence alors à tirer sur tous les tuteurs des enfants. Yuno descend et tue le tuteur de l'enfant qui guidait les autres. Yuki révèle que son plan était depuis le début de remettre Kamado au maire. Kamado s'enfuit et Nishijima la récupère pendant que Yuno et Yuki les poursuivent. Yuno lit le journal de Yuki et voit qu'Akai lui parlera du troisième cadavre dans son jardin. Elle commence à s'inquiéter, mais Yuki lui assure qu'il ne la quittera pas. Yuki tire sur la voiture du maire, mais celui-ci prédit le mouvement et esquive. Elle tire à nouveau, mais
À cause de la prédiction du journal du maire, elle rate à nouveau. Yuki force alors la voiture du maire à quitter la route. Yuki et Yuno sortent de leur voiture et courent vers le véhicule du maire. Yuno est sur le point de tirer sur le maire lorsqu'il lui annonce que ses alliés arriveront bientôt. Elle devient confuse et soudain Akai arrive sur une moto avec Ueshida. Akai jette alors une boîte à Yuki et Yuki l'ouvre pour trouver un cordon ombilical séché à l'intérieur. Tsukishima explique qu'ils ont comparé le troisième corps avec le cordon ombilical de Yuno que son orphelinat avait conservé. Et le test s'est révélé complètement positif. Il révèle alors que le troisième corps appartient au vrai Yuno, tandis que le Yuno debout à côté de Yuki est un imposteur. Yuno essaie de s'expliquer auprès de Yuki, mais il s'éloigne d'elle. Le maire tire sur Yuno, mais Yuki la protège. Il dit au maire que peu importe à qui appartient le troisième corps, car Yuno est Yuno. Plus tard, Nishijima envoie à Haru les plans officiels de la police pour l'aider à attaquer le maire. Haru se rend à l'endroit dont Nishijima lui a parlé et y trouve le maire. Le maire dit à Kamado qu'il envisage de connecter son journal à un super ordinateur appelé Pologne 3. Et, par conséquent, il transformera chaque citoyen de la ville en tuteur d'enfants. Haru en a marre de toutes ces bêtises et lui lance une grenade. Il attrape la grenade et la renvoie, prédisant chacun de ses mouvements. Elle s'enfuit alors. Mais la police la poursuit. Haru a du mal à s'échapper alors que le maire prédit chacun de ses mouvements et que la police la poursuit sous ses ordres. Nishijima l'aide à se cacher et dit à Haru qu'il a décidé de changer de camp. Il sort alors une bague et lui demande de l'épouser. Le maire demande le journal de Kamado et elle se déshabille pour lui montrer que son journal est lié à son corps. Pendant ce temps, Nishijima essaie très fort d'obtenir le baiser, mais Haru continue de le rejeter. Elle lui dit qu'elle considérera sa proposition s'il peut l'aider à détruire l'ordinateur. Le maire commence à connecter le journal de Kamado au superordinateur au moment même où Haru fait irruption avec des explosifs. Elle se précipite, mais le maire prédit ses mouvements et la capture bientôt. Elle est sur le point de se faire exploser, mais Nishijima, le chevalier en armure étincelante, fait irruption. Il tire sur la police et, prenant la grenade d'Haru, court à l'intérieur et la lance sur le superordinateur. Le laboratoire explose et Haru et Nishijima s'échappent. Nishijima est sur le point de réclamer sa récompense tant attendue et d'embrasser Haru lorsque la radio l'interrompt. Apparemment, seule la moitié du laboratoire a été détruite et de nombreux citoyens sont désormais devenus tuteurs. Deos pense que Murmure prépare quelque chose, alors il se cache dans une coquille et se demande s'il devrait utiliser son pouvoir pour faire un dernier mouvement. Haru et Nishijima s'échappent vers un bâtiment, mais étonnamment, ils y trouvent Kusaka, Hinata et Mo. Le trio leur dit qu'ils ont tous un futur journal maintenant et Kei leur a dit de venir ici. Haru lit le journal de Kusaka et découvre que le maire a deux autres unités all-in à l'étage judiciaire supérieur de la Quad Tower qui doivent être détruites simultanément. Haru effraie les enfants et dit qu'elle détruira seule les unités all-in. Plus tard, Nishijima lui dit qu'il ne la laissera pas seule. Puis Kusaka et les autres disent à Haru qu'ils l'aideront aussi. Haru pense que le journal du maire pourrait avoir une faiblesse. Lorsque Deios va lui poser des questions, le maire la poignarde,
mais elle se rétablit soudainement. Plus tard, le maire demande à son équipe de capturer le groupe d'Aru en lisant son journal, mais ils échouent. Deos explique que l'agenda du maire peut surveiller les agendas de tous les utilisateurs et que c'était à l'origine l'idée du maire de créer les futurs agendas, faisant ainsi de lui leur créateur. Sous les instructions d'Aru, le groupe publie de fausses entrées dans son journal et utilise cette technique pour contourner la sécurité du maire et avancer. Le maire se rend compte que son secret a été dévoilé. À ce moment-là, une bombe explose près d'Aru, lui coupant la main, et un officier tire sur Nishijima. Le maire commente que même si son journal peut être manipulé, il peut toujours compter sur le journal de sa secrétaire, qui consigne les détails de ses actions. Le groupe est capturé tandis qu'Haru entraîne Nishijima. Les officiers tirent sur Haru et Nishijima, mais le chevalier en armure rouge bloque les tirs. Prenant lui-même les balles, Yuki arrive sur les lieux et tire sur les policiers. Il dit à Haru qu'il les utilisait comme leurre pour avancer. Il appelle ensuite Yuno, lui dit de la faire bouger et elle tue tous les officiers. Yuki prend alors en otage des civils comme celui de Reinei et un hélicoptère médiatique diffuse qu'en échange des otages, le maire doit libérer Kusaka et les autres et se suicider. Yuno, qui aime sauver les gens, s'enfuit pour sauver Kusaka et le gang. Yuki et Haru se précipitent pour trouver le maire et Haru menace de le tuer pour la 4e fois. Mais son plan échoue à nouveau. Pendant ce temps, Kusaka et les autres sont sur le point d'être exécutés lorsque Yuno arrive et tue les officiers. Yuki et Haru atteignent la banque où ils trouvent le maire. Le maire leur dit que la banque appartenait aux parents de Yuno, mais qu'elle a fait faillite. Il s'enfuit ensuite dans un coffre-fort au moment où Haru tire sur sa secrétaire. Après qu'Haru ait menacé de se faire sauter la tête, la secrétaire leur donne le code du coffre-fort. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent une autre porte verrouillée à l'intérieur. Pendant ce temps, Yuno se rend compte que Yuki ne peut pas ouvrir la porte et court à la banque pour le retrouver. Haru dit à Yuki qu'elle va le tuer pour venger Nishijima, qui est le seul monstre jamais amoureux d'elle, et lui tire dessus. Il esquive la balle et court se cacher. Haryu essaie de le retrouver et lui fait une dure confrontation avec la réalité, lui disant que son raisonnement est pathétique tout comme lui, puisque ses parents meurent tout le temps. Au même moment, Yuno trouve Haru allongée là et saute pour la tuer, mais elle est bloquée. À ce moment-là, Yuno lit dans son journal que Yuki est en train d'écrire son dernier message, lui disant de gagner la partie. Le futur change soudainement. Haru court vers Yuki, mais ne trouve que son futur journal. Yuki s'approche alors d'elle avec une arme à feu, pleurant comme un petit enfant, disant qu'il a tué beaucoup de gens à cause du jeu et qu'il n'a jamais voulu rien de tout cela. Haru le frappe après avoir vu un comportement aussi lâche. Yuki lui tire dessus et elle tombe. Le maire, qui a tout surveillé, dit à Yuki que lui et ses parents n'étaient pour lui que des rats de laboratoire. Soudain, Haru se relève et dit au maire qu'une bombe va exploser à sa mort et que l'explosion ouvrira la porte. Elle scelle alors la pièce et se prépare à mourir. Alors qu'elle casse son téléphone, elle se souvient que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était que quelqu'un d'autre la sauve et qu'elle a enfin retrouvé son humanité. Elle meurt et la bombe explose, mais la porte ne s'ouvre toujours pas.
Yuno arrive à ce moment et dit à Yuki qu'ils doivent détruire le trou dans la tour sud pour vaincre le maire. Yuki court vers la tour sud, laissant Yuno s'adonner à son activité préférée. Il ouvre la porte du coffre-fort et tire sur le maire, le tuant finalement. Le lendemain, Yuki se réveille avec le fou Yuno dans son lit. Il lit son journal et se rend compte qu'Akai remettra Kamado chez Akai. Akai se souvient avoir vu Yuno ouvrir la porte du coffre-fort à l'aide d'un scanner rétinien qui l'a reconnu. Il commente qu'il ne peut plus faire confiance à Yuno, puisqu'il ne connaît même pas sa véritable identité. Soudain, des orbes spatio-temporels commencent à apparaître partout dans le monde. Et il remarque que le temps de Deus doit toucher à sa fin, ce qui signifie que le monde est sur le point de se terminer. Deus reçoit la visite de Kamado, qui amène également Ak avec elle. Murmure essaie d'intervenir, mais Deus l'arrête. Demande à Deus si Yuki peut annuler tout ce qui s'est passé s'il devient Dieu. L'observateur entend la réponse de Deus, mais Deus l'attrape avant qu'il ne puisse disparaître. Deus lui dit qu'il a été créé pour être un observateur et maintenant que tout est terminé, il l'enverra aux archives akashiques où sont enregistrés tous les événements historiques majeurs. Il déclare ensuite qu'Ae a toujours suivi ses instructions et Ae soutient qu'elle a agi de son plein gré. Deus dit à Ai que si elle peut indiquer une seule action basée sur sa propre volonté, il lui pardonnera. Elle souligne de nombreux événements, mais Deus les rejette tous. Elle dit que son amour pour Yuki était réel, mais Deus le rejette également. L'observateur est sur le point de disparaître lorsqu'un futur journal apparaît dans sa main. Il s'explique qu'il a obligé Kamado à transformer son journal en journal de tuteur d'enfants et que l'apparition de son futur journal était le résultat de sa propre volonté. Il déclare alors qu'il sauvera Yuki et Deus le laisse partir. Yuki et Yuno courent vers la maison d'Aer pour trouver Kamado. Ils trouvent Ae, qui demande à Yuno de partir pour qu'elle puisse parler seule à Yuki. Yuno se précipite sur elle et la poignarde. Elle dit à Yuki de courir après Kamado. À ce moment-là, Akai se lève et Yuno se rend compte qu'il porte un gilet pare-balles pour se protéger. Elle le charge avec un taser, mais il la bloque à nouveau. Il leur montre son futur agenda et explique que cela lui permet de suivre les détenteurs de l'agenda. Yuki pense qu'il a été trahi. Alors il s'enfuit à la recherche de Kamado, laissant derrière lui le psychopathe fou. Yuki trouve Kamado, mais Hinata l'empêche de la poursuivre. Il révèle que Yuno a menti à Yuki et que, même si Yuki devient Dieu, il ne pourra pas ramener les morts à la vie. Pendant ce temps, Akai retient Yuno. Voyant la situation devenir incontrôlable, la folle se poignarde. Akai soigne la blessure de Yuno, puis s'enfuit pour retrouver Yuki. Yuki appelle Yuki et lui dit que ses amis lui mentent. Yuki, qui n'utilise jamais son cerveau, tire sur Nat et la tue. Bi commence à se plaindre que Yuno lui ment et Yuki lui tire également dessus. Kusaka dit à Yuki qu'il ne mérite pas de pleurer comme un chien et Yuki lui tire dessus aussi. Akai s'approche de lui et lui dit que Yuki veut devenir Dieu et qu'il l'utilise comme un chiffon sale. Yuki arrive à ce moment-là et dit à Yuki qu'il mérite quelqu'un qui lui dise la vérité. Yuki la regarde alors et court vers Yuno pour la tuer. Ils se battent et ils brisent le téléphone de Yuno au moment où Yuno lui coupe le cou. Eikai tombe et voit que même si le téléphone de Yuno est cassé, elle en a un autre à la main.
Il se rend compte que les deux téléphones sont des agendas futurs, mais il ne parvient pas à savoir à qui appartient le second. Yuno et Yuki se rendent à Kamado, où Yuno fout, la poignarde et la tue. Pendant ce temps, Akai a une révélation sur la vérité. Il se rend compte que la seule explication possible est qu'il doit y avoir deux Yunos vivants. Il s'approche de Yuki, mais ne peut pas parler. Il écrit sur son téléphone et se dirige vers Yuki. Mais Yuno le charge comme un chien et lui coupe le cou, séparant sa tête de son corps. Malgré tout, il se rapproche de Yuki et lui montre son téléphone. Murmure fait ressortir le noyau de Deus dans lequel il est enfermé. Elle dit que cette méthode peut prolonger sa vie jusqu'au 28 juillet. Il répond que Murmure n'était pas son serviteur après tout. Elle met ensuite sa couronne et annonce qu'elle dirigera le monde mourant. Yuno dit à Yuki que le monde prendra fin le 28 juillet et qu'ils ne feront plus qu'un ce jour-là également. 3 jours plus tard, Yuki se réveille chez Yuno et la trouve en train de prendre un bain. Il ne cesse de se demander si Akai et les autres disaient la vérité ou non. Plus tard, Yuno lui donne des vêtements et lui demande de prendre un bain avec elle. Il répond qu'il ne peut pas utiliser son téléphone dans le bain. Yuno se plaint que même si elle a tué de nombreuses personnes pour lui, il n'a toujours pas bougé contre elle. Le lendemain, Yuki se rend chez lui et à son école. Yuno s'approche de lui et lui dit qu'elle savait qu'ils finiraient ensemble. Dès la première fois qu'elle lui a parlé, elle lui rappelle qu'elle continuera à le surveiller comme si le monde entier ne le savait pas déjà et qu'elle s'enfuira. Plus tard, Yuki se rappelle que Yuno l'a toujours protégé et qu'il devrait rassembler son courage et passer le temps qu'il lui reste à l'aimer. Ce soir-là, ils prennent un bain ensemble. Puis, ils vont dans sa chambre et font l'amour. Ensuite, Yuki lui demande pourquoi elle a menti sur sa capacité à ramener les morts à la vie. Yuno, étant la folle qu'elle est, sort une hache et la jette au sol. Elle répond qu'elle a menti pour le rendre heureux et que Yuki devrait la tuer. Maintenant, pour devenir Dieu, Yuki dit qu'il ne veut pas devenir Dieu s'il doit se tuer et qu'il préfère mourir avec elle. Il lui parle ensuite du message d'Akai, qui disait que Yuno était déjà devenu Dieu une fois auparavant et avait voyagé dans le temps. Yuno passe en mode psychopathe et attaque Yuki. Elle commence à le poursuivre dans sa maison et Yuki se retrouve dans le jardin. À ce moment-là, un murmure apparaît et le pousse dans le trou. Yuki se réveille dans sa classe où il voit Yuno s'approcher de son passé. Murmure apparaît et lui dit qu'elle lui montre le passé avec Yuno. Pendant ce temps, dans la vraie vie, Yuno crie à Yuki de ne pas écouter Murmure. Murmure montre ensuite à Yuki comment Yuno est devenu Dieu lors de la première incarnation, mais n'a pas réussi à faire revivre Yuki. Elle lui montre ensuite comment Yuno a voyagé dans le temps et a tué la deuxième incarnation de Yuno, la fille qui avait promis de devenir la petite amie de Yuno. Alors que la scène du meurtre se déroule devant lui, Yuki crie à la deuxième incarnation de Yuno de ne pas mourir. D'une manière ou d'une autre, elle entend sa voix et écrit au dernier moment un message dans son sang pour l'aider. Cela met en colère Yuno, qui crie le nom de Yuno. Le passé s'effondre et Yuki se retrouve face à face avec la première incarnation de Yuno dans le passé. Murmure tend le téléphone à la première incarnation de Yuno et lui dit de l'utiliser comme elle l'a toujours fait. Dans le présent,
Murmure utilise ses pouvoirs et la maison de Yuno commence à flotter dans les airs à l'intérieur d'une sphère géante. Murmure explique alors que lorsque Yuki a ouvert la porte de la maison de Yuno, le futur s'est enchaîné. C'est pourquoi on a finalement découvert que il y avait deux Yunos. Yuki demande alors à Yuno pourquoi elle a essayé de le tuer. Elle explique que Yuki voulait qu'ils meurent ensemble parce qu'il ne pouvait pas la tuer. Elle devrait donc le tuer à la place, devenir Dieu, puis voyager dans le temps pour rejouer au jeu et être avec lui. Yuki la traite de folle, ce qui est un euphémisme. Et Yuno crie que c'est la seule option qui lui reste, puisque le monde ne lui permettra pas d'être avec lui pour toujours. Murmure utilise ses pouvoirs, et Yuno commence à tomber vers le sol. Il se souvient de tous les amis qu'il a tués pour des raisons égoïstes. Murmure est sur le point de déclarer Yuno vainqueur et de la transformer en dieu lorsque l'avenir change soudainement. Yuki, tel un Hulk enragé, grimpe sur le rocher flottant et dit à Yuno qu'il tient à elle et qu'il la sauvera quoi qu'il arrive. Puis il glisse et tombe. Haru saute dans les airs et attrape Yuki. Elle saute alors vers Murmure. Murmure commence à l'attaquer, mais Haru esquive chaque coup. Murmure commande que Deus a dû donner à Haru certains de ses pouvoirs. Voyant qu'elle perd, Murmure attrape Yuno et commence à s'envoler. À la demande de Yuki, Haru, la superwoman, vole vers Yuno et Murmure pour les arrêter à travers le temps. Yuki et Haru voyagent dans le passé où ils atterrissent à l'intérieur d'un bâtiment. Haru dit à Yuki que Deus lui avait donné la moitié de ses pouvoirs et de ses connaissances lorsqu'il l'a poignardé. Il lui avait également dit que Murmure servait un autre dieu, probablement la première incarnation de Yuno, et qu'Haru devrait arrêter Murmure. Yuki se rend compte qu'ils ont voyagé 2 ans dans le passé et que Yuno tuera la troisième incarnation de Yuno dans 2 heures. Pendant ce temps, la troisième incarnation de Yuno est piégée dans une cage par sa mère, qui lui dit des choses insignifiantes sur le fait de ne pas s'en soucier. Haru et Yuno arrivent à la résidence Gazai et Haryu avertit Yuki de ne pas intervenir. Yuki jette un coup d'œil à Yuno dans sa chambre et se rend compte qu'elle est inconsciente, allongée dans son propre vomi et son urine. Il appelle une ambulance et dit à Haryu qu'il ne peut pas laisser la troisième Yuno seule, même si elle s'avère être une harceleuse mentalement instable. À ce moment-là, la première incarnation de Yuno arrive sur les lieux avec Murmure. Elle commente qu'elle savait que le journal de Yuki l'aiderait. Alors pour contrer cela, elle a amené ses proches avec elle. Elle révèle alors sa mère et son père. Haru passe à l'action, attrape le troisième et s'envole en emportant Yuuki avec elle. Yuuki se plaint d'avoir sauvé ses parents, mais elle l'ignore. Elle l'emmène à la tour Sakurami et le jette au sol. Puis, elle demande s'il est revenu pour sauver Yuno ou ses parents. Murmure dit à Yuno qu'elle a un avantage grâce à son journal, qui suit les mouvements de Yuki. Yuno se dit qu'elle doit un véritable au revoir à Yuki. À ce moment-là, une ambulance arrive et le père de Yuno fait irruption sur les lieux. Il demande à Yuki si sa mère lui a fait quelque chose et s'il va bien. Yuki fait la seule chose qu'il sait faire et le poignarde. Puis il s'enfuit pour tuer les ambulanciers. Mais Murmure l'arrête et lui rappelle de ne pas provoquer de paradoxe. Haryu emmène Yuki et le troisième Yuno à son école. Yuki dit qu'il veut sauver les deux Yunos, mais Haryu lui dit de s'en remettre. Elle le laisse alors se débrouiller seul.
Yuki emmène la troisième Yuno dans sa classe et la laisse là. Il sort et affronte le premier Yuno. Yuno l'attaque, mais Yuki esquive chaque coup grâce à son journal. Murmure l'attaque sur ordre de Yuno et il parvient également à l'éviter. Yuki atterrit dans une salle de classe et une sphère noire apparaît. Murmure utilise ses pouvoirs pour faire exploser les sphères noires. Pendant ce temps, Haru appelle Kusu et lui parle de la maladie cardiaque de son fils. Yuki s'enfuit et Murmure continue de l'attaquer partout où il va, suivant les instructions de Yuno. Yuno commence à se sentir mal lorsqu'elle lit dans son journal que Yuki est blessé. Yuki lit également son journal et se rend compte que Yuno est sur le point de le tuer. Yuki retrouve Yuno et envisage de prendre son journal pour changer l'avenir. Il court vers elle et Murmure l'attaque. Il esquive l'attaque et crie qu'il aime Yuno. Yuno lui lance un couteau qui miraculeusement ne le blesse pas et il saute vers elle. Il l'attaque et lui dit de revenir pour qu'il puisse devenir le dieu du second monde et Yuno se met à rire comme une folle. Pendant ce temps, Haru et Murmure poursuivent leur confrontation séparée. Haru utilise ses pouvoirs et une énorme sphère frappe Yuki, l'écrasant. L'avenir commence à changer pour tous les détenteurs du journal à mesure que la bataille continue. Yuki se réveille et se retrouve dans la cuisine avec ses parents. Il court vers sa chambre et elle apparaît flottant dans les airs. Elle lui dit que c'est un monde illusoire qu'elle a créé en utilisant le noyau de Deus. Ils discutent inutilement sur la question de devenir Dieu et de s'aimer les uns les autres. Elle lui dit qu'elle serait tombée amoureuse de quiconque deviendrait son protecteur. Elle lui montre une illusion où Wakaba s'approche de lui et commence à le séduire tout en se déshabillant. Yuno laisse alors Yuki à l'intérieur de la sphère. Haru s'approche d'elle et jette Murmure à ses pieds comme un outil jetable. Sur les ordres de Yuno, les chaînes de Murmure se brisent, lui permettant d'accéder à tout son pouvoir, et elle attaque à nouveau Haru. Les deux s'affrontent dans une confrontation féroce. Yuki se réveille à nouveau dans la cuisine illusoire, prend son petit déjeuner avec son père, et il parle d'aller observer les étoiles. Pendant ce temps, Murmure commence à attaquer Haru, tandis que Yuki parle avec ses parents. Murmure lance sa dernière attaque sur Haru, lui arrache le bras et la vainque. Yuki se met à pleurer pathétiquement. Il raconte à ses parents le rêve qu'il a fait, dans lequel il aimait un harceleur psychopathe. Yuno jette Haru de côté comme un jouet cassé et se tourne pour s'occuper du troisième Yuno. Yuki se prépare à aller observer les étoiles avec ses parents. Murmure scelle la blessure de Yuno pour éviter tout paradoxe, puis demande à Yuno de tuer le troisième Yuno. Le troisième Yuno se réveille et le premier Yuno commence à lui parler de l'avenir. Elle dit que les abus de sa mère à son égard continueront de s'aggraver, tandis que son père restera dehors tard, leur donnant éventuellement des somnifères, ce qui entraînera leur mort. Le premier Yuno lui dit qu'elle aime ses parents et qu'ils comprendront sûrement. Yuno se rend compte qu'elle avait autrefois eu de l'espoir pour l'avenir, mais à un moment donné, elle est devenue folle et n'a plus aucune entrave. La troisième Yuno demande à l'autre si elle aime quelqu'un. Murmure remarque que quelque chose ne va pas. Et à ce moment-là, Yuki arrête également de jouer avec ses parents. Il explique qu'il ne peut pas observer les étoiles car il devrait faire autre chose. La police arrive à l'école et la mère de Yuno les accompagne.
elle voit le père de Yuno marcher sur le toit et court vers lui. L'avenir commence à changer à une vitesse incroyable. Mishima retrouve Haru, qui lui semble familier. Les parents de Subi ne partent pas en voyage. Une bombe est trouvée dans leur voiture et le coupable est rapidement capturé. L'avenir de Kasik change également, car ses parents ne font plus partie de la secte maléfique. Pendant ce temps, Deus trouve le troisième détenteur du journal, Jiyama, et le retient. Nada et son père commencent à s'entendre mieux grâce à leur lien commun avec les chiens et Jinada lui demande s'il peut lui apprendre quelques tours. Le maire se rend compte après avoir lu le journal de Yuki qu'il va perdre. Il dit à Deus que le gagnant voyagera dans le passé au lieu de sauver le futur. Et Deus commente qu'il devra sélectionner le prochain dieu par une autre méthode. Murmure ajoute que l'avenir de chacun évolue si rapidement que le jeu lui-même pourrait cesser d'exister. Yuno court pour poignarder le troisième Yuno, mais le père de Yuno bloque l'attaque et est poignardé à la place. La mère de Yuno arrive sur les lieux et court aux côtés du troisième Yuno. Pendant ce temps, les parents de Yuki lui disent d'aller avec sa petite amie psychopathe et qu'ils le soutiendront toujours. Kusu arrive également et demande à la première Yuno si c'est elle qui a attaqué l'école. Le premier Yuno se rend compte que Yuki a réussi à changer l'avenir du troisième Yuno. Enragée, elle charge pour tuer ses parents, mais Kusu lui tire dessus. Soudain, l'incarnation murmure du deuxième monde apparaît et arrête la balle de Kusu, tout comme Yuki apparaît également et serre Yuno dans ses bras. Il dit à Yuno qu'il la sauvera cette fois. Le deuxième murmure retient la première incarnation du murmure. Yuki dit Yuno de faire ce qu'elle préfère au monde. Il lui dit qu'elle n'appartient pas à ce monde. Yuno dit qu'elle comprend, ce qui est frustrant car elle ne comprend jamais rien. Étonnamment, Yuno se poignarde en disant qu'elle ne peut pas faire ça à Yuki. Ils s'embrassent et Yuno meurt. Le deuxième murmure annonce Yuki vainqueur du jeu de survie et le ramène dans son monde. Finalement, Yuki revient en tant que dieu et toutes les sphères noires disparaissent. Dans le tiers-monde, l'avenir a changé. La rue du second monde voit des nouvelles d'elle-même. Elle plaisante avec Nishishima et il l'embrasse sur la joue. Cet homme a plus de courage que quiconque. Kusuma rappelle à Nishishima de venir le chercher à l'hôpital où son fils est admis pour traitement. Dos rend visite à Jiyama en prison. Marco et moi apprécions leur rendez-vous, tandis que les parents de Cook profitent de leur journée avec Cook. Les parents de Saki la mettent au lit, tandis que Kamado a de la chance et sort avec le maire au cerveau de cacahuète. Le murmure du tiers-monde rapporte qu'il n'y a rien d'anormal à signaler. La Yuno du tiers-monde sort déjeuner avec ses amis et leur montre son journal, qui contient des détails sur ses voyages en famille. Elle voit Yuki passe avec Wakaba et ses parents, puis commente qu'elle a l'impression d'oublier quelque chose d'important. Yuki, qui a maintenant passé 10 000 ans, dit à Murmure qu'il ne veut pas d'un monde sans Yuno. Il se demande ce qui est arrivé au Yuno du tiers-monde. Soudain, le futur change. Et au lieu de dire que Yuno est mort, le journal de Yuki dit que Yuno est venu à sa rencontre. Et c'est ainsi que se termine cet anime. À demain. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir